Salut tout le monde, on est donc sur le festival Trolls et Légendes à Mons en Belgique et là je suis avec Stéphane. Stéphane, est-ce que tu peux te Salut. présenter? Alors donc Stéphane Nguyen, j'avais commencé un petit peu comme tout le monde à taper dans le milieu du jeu et de la fantasy avec les livres dont vous êtes le héros qui était fait par Ian Livingstone qui est pas très loin. Juste derrière. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vu les gens avec envie qui commençaient à étendre le phénomène avec des jeux comme L'Œil Noir qui était le premier jeu de rôle à arriver par chez nous. Et c'est un peu ce qui a créé le germe de la figurine chez moi. Il y avait une boîte très décevante d'accessoires du maître de jeu qui étaient toutes des petits standees, des figurines en papier. Je me suis dit j'en veux plus. Et à partir de ce moment-là, comme il y a un cellule grise qui avait commencé à s'ouvrir pas très loin de chez moi, je me suis dit tiens je vais commencer une collection, on verra bien où ça nous mène. Des années après, tu vois, c'est devenu une collection assez innombrable comme la plupart. Donc professionnellement, j'avais plutôt commencé à collectionner des pièces, à faire des customs, tu vois, de plus en plus élaborés. J'avais exposé à l'époque à des magasins comme Star Player à Saint-Michel sur Paris, qui était à l'époque, avant l'avènement des réseaux sociaux, vraiment une grande mecque de la figurine, où on se retrouvait un peu tous les samedis, puis on se montrait comme des écoliers nos dernières réalisations. Donc pour ça, c'était vraiment très marrant. C'était comme ça que l'information se diffusait. Oui. Ça paraît ridicule, mais prospectivement. Et même cette période, moi qui suis pas parisien, en fait j'avais cette aura de Star Player en fait. Il y avait des échos Il y avait des échos, il y avait dans les magazines la première ère de Ravage, c'est ça. 99-2000 où parlait énormément de Star Player. Donc ouais, il y a cette c'était mythique même. Oui. C'était pas très loin géographiquement non plus, donc il y avait toujours des passages. Et donc de mon côté, j'avais commencé à exposer mes pièces là-bas. La première personne qui m'avait proposé de faire quelques travaux de scratch et de conversion, c'était la boîte Fenrir. Je sais qui a donné sa chance à énormément de sculpteurs modeleurs. C'était un petit peu leur premier job, comme une espèce d'école, tu vois. Et donc pour le coup, j'ai continué un peu. Et justement, Ravage m'avait proposé de développer pour eux toute une série d'articles techniques. Donc il était question de présenter des modèles, puis aussi d'arriver à formuler ça de façon compréhensible. Donc c'était plutôt bien. J'avais fait ça pendant 3-4 ans. Et plus j'avançais dans les conversions pour mes articles, plus je réalisais qu'il y avait des proportions entières de figurines resculptées. Donc ça m'a amené à participer à une étape assez décisive. Ça a été quand il y avait cette boîte à l'époque nantaise qui était Iliad Games, si tu te souviens d'eux. Ah oui. Qui avait, ils avaient lancé donc leur jeu et puis ils avaient fait des figurines pour les Chroniques de la Lune Noire. Et ils avaient organisé un concours justement sur ce thème-là. Ça m'avait permis de faire pratiquement ma première grosse figurine intégralement sculptée, donc qui était plus ou moins rudimentaire, mais l'impression y était. Et la récompense était un stage de 1 semaine qui s'était fait dans leurs locaux pour voir leur technique. Tu vois, c'était en même temps un peu une opération de recrutage, plus ou moins. De recrutement, boulot. Et donc ça m'avait permis de voir des gens comme Jacques-Alexandre Gillois ou Thomas David ou Len Carrasco qui étaient passés. Et tous donc travaillaient de concert sur la gamme à ce moment-là. Et ça m'a donné des idées de direction au niveau sculpture, de l'utilisation du milliput, que jusqu'à présent je considérais vraiment comme un matériau assez ingrat qui va de remouchage. Et ça m'a donné des idées de direction, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire des choses comme ça. Donc, j'ai continué à travailler un petit peu. Je faisais un peu d'alimentaire à ce moment-là, jusqu'au moment où Tarakam, qui m'intéressait beaucoup, parce que à l'époque, au niveau des figurines qu'ils faisaient, tu vois, il y avait vraiment des choses incroyables. Ça partait dans leur dessin concept était vraiment très alléchant. Et puis, donc, il y avait des propositions qui ne s'étaient pas faites un peu plus tôt. Et là, il y a eu une opportunité. Donc, vers 2005, j'avais rejoint leur studio sculpture. Puis, ils m'ont permis de travailler sur des projets que j'adorais. Il y avait des créatures biomécaniques chez Deers, notamment, qui étaient parmi mes préférés. On m'a permis de travailler là-dessous. Il y a eu des projets complètement dingues, comme cette espèce de golem de Tirnabor, le golem d'acier, qui était un véritable kit destiné à la production plastique. Je crois qu'il y avait plus de 80 pièces qu'on m'avait demandé de faire, tu vois, en milliput à la main, indépendamment, et les trucs se clipsaient. Paolo me demandait d'introduire des petites pièces, des polycaps pour faire des choses articulées. Et du Gundam, quoi. C'est pratiquement du Gundam avant l'heure. Il y a même quelqu'un, un sculpteur qui était arrivé, tu vois, qui m'a dit
c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas de la figurine à ce stade-là. Pas vexant, le gars. T'as pas envie de t'entendre dire ça après 2 mois de travail sur le truc. 80 pièces à sculpter à la main. C'est ça. Ouais. Bon, c'est pas de la figurine. Hein. T'es content. Et donc, au fur et à mesure, bon, Rackham a fini, donc elle a terminé ses activités vers 2009. Et c'est à peu près l'époque, quand notre studio s'est dissous, que j'ai commencé à travailler en freelance. Là, en freelance, donc tu es en freelance depuis cette époque. C'est ça, oui, depuis 2009. Et tu fais du coup de la figurine de commande? Oui, essentiellement. Pas mal de boîtes qui m'avaient demandé de la sculpture. Tu avais, parmi les premiers, il y avait Christophe Madura qui m'avait demandé de travailler pour Smog, si tu te souviens de cette game qui a donné un jeu plus récent. Donc c'était de l'échelle 54 mm sur des choses assez formidables en steampunk victorien. Donc c'était vraiment un régal à travailler. J'avais fait dans l'ordre. La première qui m'avait demandé, c'était leur Jack l'Éventreur, qui est le Jack Mark IV, qui était en fait une montre religieuse mécanique. Ah oui! C'était ma première. Ils m'ont demandé le cyclomaton, qui était une espèce d'automate monté sur roue, donc le truc assez improbable. Tu avais le voyageur temporel, qui était toute une composition, presque une figurine, qui était un mini diorama en même temps. C'est géant. C'est ça, oui, avec le voyageur qui en sortait en même temps. Je les ai peintes il n'y a pas longtemps. Ah bon? La version jeu de plateau. D'accord, oui. Bah oui, c'était drôle de les voir réadaptés complètement en jeu de plateau par la suite. Et c'était drôle toute la composition sur laquelle on avait travaillé pour trouver le compromis idéal. Et puis Christophe avait toute une histoire dans sa tête sur cette pièce-là. Il y a des tentacules qui traversent un portail. Ils essayent de rattraper le voyageur qui se sauve avec une amphore cthulhienne sous la main. Et si à ce moment-là, on mettait un tentacule sans roulant sur la jambe, ce qui permettra de solidifier considérablement la pièce et de la stabiliser. Donc c'était assez passionnant à faire. Et là, par contre, je suis le premier à le dire, j'aurais adoré à ce moment-là avoir accès à des technologies digitales pour travailler tous les petits engrenages et les saloperies qu'il y avait au dos. Ça m'a pris une plombe. Ah ouais, tout fait à la main. C'est ça, oui. D'autres pièces, il y en avait une que j'aimais bien qui était pas directement pour Smog, mais ils géraient en même temps leur projet Mother Earth. Et tu avais à ce moment-là une pièce, donc une espèce de poulpe pour l'armée allemande, qui avait un casque allemand assez volumineux, et puis tu avais toute une batterie de tentacules métalliques qui en sortaient. Donc c'était quelque chose qui était assez étonnant à travailler à l'époque. Ouais, je me souviens des figurines, c'est des choses que j'ai vu passer à l'époque, que j'ai jamais eu en main. C'est un grand regret parce que c'est des pièces que je trouve incroyables. Les gens s'en souviennent quand même pas mal en cause de ça. On les a passés. Il y avait le Pinocchio aussi qu'on m'avait demandé de faire, qui était construit un peu comme une carte à jouer avec un automate réversible en fait, qui avait une tête orientée vers le haut, une vers le bas, avec toute une batterie de petits jouets mécaniques. Ah oui, ça me parle ça. C'était assez amusant. Christophe Madura avait été assez chic sur ce coup-là parce que j'ai un gros problème avec tout ce qui est simiesque. Je suis un simiophobe au dernier degré. D'accord. Et un de ces automates représentait une petite créature, donc un petit singe à tambour, tu sais, en un cymbale, le pire genre possible. Et se souvenant au dernier moment que j'avais une sainte horreur de ces trucs, il a même accepté de modifier son concept pour en faire une petite variante qui serait plus gérable pour moi. Donc, c'est cool. oui, c'était plutôt très bien. Donc j'ai beaucoup aimé ces collaborations-là. On m'a demandé par la suite, tu avais le studio de Privateer Press m'avait demandé de leur faire quelques pièces aussi à ce moment-là, donc 2 ou 3. Mais c'était le moment où ils sont passés aussi en sculpture digitale, donc c'est pas une collaboration sur laquelle j'ai pu m'étendre comme j'aurais voulu. Beaucoup de pièces. Color Wars travaillait à ce moment-là. Tu as eu Monolith des années après qui m'avait demandé de travailler sur les projets comme Conan ou Mythic Battles. Donc j'avais fait des choses. Conan, je crois que tu avais fait la BSE avec les tentacules. Alors c'est délicat parce qu'il y a 2 créatures qui, sur Conan qui ont presque le même nom, Fog et Pog, qui sont toutes les 2 des créatures tentaculaires. Donc c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours évidentes à discerner. Donc j'ai fait les 2 à l'arrivée. Tu as fait les 2? Ouais. Ah d'accord, voilà. C'est ça. Donc oui, c'était plutôt très très intéressant. Ça me permettait de travailler avec Adrian Smith qui avait fait pas mal de concepts, donc j'avais pas eu l'occasion de travailler avec. C'était plutôt très très chouette. C'est cool ça. Donc d'autres boîtes par la suite qui m'avaient demandé. Donc c'était bien, et puis j'ai pu continuer un peu ma carrière comme ça. Et puis le temps avançant, j'ai commencé à me mettre à la sculpture digitale. Pas forcément trop mentorisé, donc j'ai suivi beaucoup de tutos de sculpture YouTube.
Il y a des choses que j'arrive à faire à ce stade-là, donc je continue de travailler. Ces derniers temps, c'était plus des travaux de commande de peinture, tu vois, qu'on m'a demandé. Donc le dernier étant le projet d'actualité de Trench Crozet, sur lequel je me délecte. Tout à fait, ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de l'aberration? L'aberration qui est donc c'est toi qui l'avais créé à l'époque de Hybride? Non, je suis venu après sur le projet. T'es arrivé en fait. après. Oui. Et j'étais persuadé depuis le début c'était toi. Non, je l'ai vu apparaître avec beaucoup d'envie, puisque dire c'était vraiment ma faction, tu vois, bien avant. Esthétique. C'est ça, tu vois, au niveau de mes artistes favoris, Giger m'a énormément influencé du début à la fin. Et donc toutes ces alliances biomécaniques sont très très intéressantes à traiter, que ce soit en construction ou en peinture, parce que donc c'est un peu un challenge. Et puis l'alternance justement de toutes les opportunités, les zones, les différences de matière est toujours passionnante à traiter. Et donc l'aberration, je l'avais vu arriver dans les pages avec le projet Hybride. Didier Poli avait fait le concept. Il m'avait dit qu'il s'était beaucoup inspiré de tout ce qui était Évangélion, pour notamment le côté membre très allongé. Ouais. Oui, c'est ça. Et, mais donc oui, j'ai rejoint la boîte quelques années après. Le truc étant que j'avais créé pour un concours qui devait être un monde du jeu probablement, une conversion d'aberration que j'avais faite à partir d'un torse de Daciatis. Et j'avais gagné un concours avec, donc ça les avait plutôt bien branchés. J'avais fait cette pièce, et puis quelques années après, donc c'était 2005, le moment où j'ai pu joindre le studio, j'ai travaillé sur plusieurs pièces Diaz. Ça a été difficile parce que je n'avais pas du tout l'habitude de travailler en fimo, et c'est forcément le matériau avec lequel tout le studio travaillait. Donc j'avais beaucoup plus l'habitude du green stuff ou donc du Mini-Putt que j'avais appris chez... Et une fois que j'ai pris en main le matériau, on m'a dit, on avait pour projet, tu vois, de faire une aberration surdimensionnée, donc assez naturellement, je me suis retrouvé à travailler sur cette aberration crème. Et on n'avait pas nécessairement de concept au début parce que j'avais quand même le sujet bien en tête. Ouais. Et on m'a dit, voilà, on voudrait faire... Alors sa particularité, c'est que c'était vraiment notre première figurine plastique. Donc c'était un peu un galop d'essai avant de lancer la production sur AT43. Et on m'a dit sur cette aberration, voilà, essaye de penser à des pièces modulaires, tu vois, pour l'équiper, des variantes de bras, de tête et de plaques thoraciques. Et à partir de là, on verra comment on peut les coder en règle pour voir ce que ça nous donne. Alors que maintenant, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus fréquemment, tu sais, je pense aux pièces modulaires et aimantées de War Machine. Mais c'est marrant, c'était une expérience, on devait être vers 2006-2007, tu vois, ça devait être cette époque-là. Donc c'était assez amusant. Et puis, le projet s'est passé à ce stade-là sans encombre. Le projet du golem nain dont je te parlais était beaucoup plus compliqué en fait et de longue haleine. Mais celui-là est venu plutôt assez naturellement. Et des expériences ont été faites en plastique. C'était une époque où l'utilisation des plastiques ABS n'était pas encore très très répandue dans la figurine. Et on a pu voir les prototypes arriver de Chine, avec tous les petits déboires de communication au début. Tu vois, par exemple, l'anecdote amusante, j'avais une pièce de lame qui venait se fixer au niveau du genou. On s'était arrangé pour qu'elle soit articulée, tu vois, sur un petit système de flot. Et quand le prototype chinois nous est arrivé, ils avaient peiné à savoir quoi en faire. Et en fait, ils avaient fait une fixation au niveau de la tête, en se disant ça va probablement là. Ah ouais. Donc il y avait encore pas mal de liberté créative au niveau de leur truc. Et puis, mais ça c'était pas dans le kit définitif du coup, parce que... La lame, dans le kit définitif, on a fait la remarque et s'est retrouvé à sa place initiale. Je me souviens pas du temps. Et donc, alors, justement, c'est intéressant parce que tu citais tout à l'heure Didier Poli qui disait qu'il s'était inspiré d'Evangélion. C'est vrai, tu vois, sur ce kit, tu as encore renforcé l'influence Evangélion, notamment avec une des têtes. Avec les yeux multiples qui rappellent vachement les VA02. Oui, il y avait effectivement toute une série de petites ocelles. Je crois, si je me souviens bien, que le trait le plus marquant à ce niveau-là, c'était un de ces genoux. Les genoux carrés, qui comporte carrément un prisme. Et ça, c'était vraiment très très typiquement quelque chose qu'on retrouvait au niveau des EVA à l'époque. Donc oui, c'est possible. Et puis même si ce n'était pas un processus nécessairement conscient, il y a une pièce que je tenais absolument à rajouter au kit
parce que j'adorais particulièrement ça sur la figurine. C'était quand tu vois les premiers guerriers tyrannides, ils avaient une plaque thoracique ajourée qui laissait voir leurs organes dessus. Et je m'étais dit, c'est drôle, j'adore absolument cette pièce. Pourquoi personne en fait l'a refait depuis cette époque-là? Donc c'était une opportunité marrante pour refaire ce test et puis faire un clin d'œil à une figurine que j'aimais beaucoup. Donc, on a fait ça. Il s'est avéré que probablement la raison pour laquelle les gens ne le faisaient pas, c'est que tous les petits ajours à gratter sont une véritable galère. Donc au final, oui, je comprends pourquoi ça se fait pas tant que ça. C'est plutôt faux. En tout cas, je m'en souviens quand cette pièce est sortie, moi ça m'avait vraiment scotché. Déjà, la première figurine plastique chez Rackham. Ouais, c'était prometteur, ça. C'était très prometteur. Je me souviens que on s'était fait la réflexion. Moi, j'étais encore étudiant à ce moment-là. On a le kit de l'aberration Prime qui sort à 25 € dans le Comex. Ça les prix. Modulable, il y a 2 paires de bras, il y a 4 têtes différentes, il y a plein d'options, il y a 2 cages thoraciques différentes, plein de petites options, des petits vérins hydrauliques à rajouter, des lames, des trucs. À rajouter. Le kit était incroyable. Et c'était la période où Games Workshop venait de sortir son nouveau Dreadnought plastique. Ah oui. Qui était plus petit que la version Prime et qui valait 35 €. Ouais, d'accord. Et déjà à l'époque, j'étais là, waouh, Rackham se met au plastique sur un kit multipart qui est mieux et moins cher que Games Workshop. La chose aussi, je dirais, la plus intéressante à voir, c'était que là où Workshop utilise un plastique ABS toujours à ce jour qui est très très rigide, donc il y a plein de bonnes qualités de restitution, mais qui est très restrictif dans les formes qu'il peut générer. Il contourne le problème en multipliant complètement le nombre de pièces, tu vois. Là, le PVC, donc oui, j'ai mentionné l'ABS tout à l'heure, mais c'est bien de PVC dont je parlais, qu'on avait utilisé pour la Prime, était beaucoup moins restrictif pour le moulage, et les restrictions se rapprochaient beaucoup de celles du métal, tu vois, avec des pièces qui pouvaient tourner tridimensionnellement. On était beaucoup plus libre de faire ce que vous voulez. Donc ça ouvrait de bonnes perspectives. Ah, c'est super. Le seul problème, je dirais, de l'emploi de ce truc-là, c'était sur des pièces assez fines et commençait au niveau du moulage, il restait jamais très très rigide. On se retrouvait parfois avec des spaghettis sur tout ce qui était lance. Donc il y a un compromis qui a rapidement été mis en place et on l'avait fait ensuite sur le Mythic Battles Panthéon. C'était de faire des corps en PVC, donc pour la bonne restitution des détails, en alliance avec des rampes de lance en ABS. En ABS, voilà, c'est ça. Donc on avait le meilleur des deux mondes pour nos figurines définitives. Wrath of King chez Kuminior, d'ailleurs. Ah oui, ils avaient fait ça. Toutes les armes étaient en ABS alors que les corps étaient en PVC. J'en ai jamais eu entre les mains de celle-là. C'était toujours Edward qui continuait à faire la majorité des concepts, je crois. Donc. Et alors pour continuer sur cette aberration, moi c'est une pièce que je trouve incroyable, tu reviens dessus quasiment 15 ans après. Oui, je vois tu parles. Chez Cernunos Studio. Enfin, Kernunos, on m'a dit qu'il fallait prononcer. Oui, sûrement. Kernunos. J'en parle parce que je vois le bras que tu as réutilisé. C'est vrai, j'ai fait un remploi. J'ai profité du fait que de toute manière, on pouvait se lâcher sur le kit bashing dans Trench Crusade pour refaire réapparaître, tu vois, des formes que j'aimais bien et tous ces visages grimaçants et dépourvus d'yeux, de toute manière, je trouvais qu'ils s'intégraient très très bien dans le thème. Exactement. Ouais, et du coup, cette expérience-là, le clone Proteus, du coup, pour. C'est ça, oui, on l'a comme ça. Le fait est qu'en fait, c'était une figurine beaucoup plus ancienne que j'avais faite sur mes derniers jeux chez Rackham, tu vois. Il y a eu une longue période où je m'étais retrouvé hospitalisé suite à. Je m'étais cassé la jambe très très bêtement. D'accord. Et sur mon lit d'hôpital, j'avais vu le concept de Edward René, de cette aberration bipède. Puis évidemment, je me suis dit, qu'est-ce que j'adorerais faire ce truc, tu vois, je voulais pas la laisser m'échapper. Et un peu sur ces derniers moments, donc je l'avais sculpté un peu spontanément de mon côté, en me disant, peut-être qu'en sculpter une ébauche décidera les patrons à lancer sa production. Et puis finalement, la chose s'était pas faite parce qu'on était quand même un peu sur les derniers moments de Rackham, alors qu'on ne le savait pas forcément à ce stade. Donc la créature était restée non cuite dans mon bocal pendant de nombreuses années. Et quand Kernunos m'avait proposé, Sylvano m'avait proposé m'avait demandé si la pièce était toujours disponible et s'il pourrait éventuellement la racheter, il y avait encore des choses à finaliser pour la terminer. Notamment, justement, on savait, déjà à l'époque, je ne savais pas trop quel compromis réaliste choisir pour tout ce grand garni de lames, tu vois. Donc, on a trouvé des solutions plus élégantes et réalistes.
Et puis ça m'a donné l'occasion de terminer une figurine que j'aimais beaucoup. Est-ce que le fait que ce soit prévu pour un tirage résine t'a permis justement des solutions pour ça, différentes de si ça avait été plastique? Non, je dirais pas que ça ait changé grand-chose à ce niveau-là. Comme le moulage plastique qu'on utilisait était assez permissif, je me suis permis de la sculpter comme si c'était une figurine résine métal. Et puis somme toute, c'est plutôt assez bien passé. La résine, de toute manière, te permettant de mouler virtuellement n'importe quoi. Donc, il y a un truc qui m'a bien fait plaisir sur les derniers moments, puisque somme toute, l'aberration prime n'a pas eu tant de temps en rayon que ça, tu vois, en tant que figurine Rackham. Et on a trouvé des grands stocks qui ont été revendus par diverses enseignes, ensuite qui ont récupéré les palettes Rackham inutilisées. Il y a eu ce moment où toute l'armée Dark Eldar est sortie chez Games vers 2011, elle était entièrement refaite, et où certaines pièces n'étaient pas nécessairement immédiatement disponibles, ce qu'ils appelaient les grotesques notamment. Ouais. Et les gens se sont posé la question de savoir quelle pièce utiliser. Et j'ai vu avec plaisir beaucoup de personnes réutiliser ce kit d'aberration pour faire leur count as, tu vois, et les utiliser dans leurs armées. Et ça lui a donné une espèce de seconde vie. Donc j'étais très intéressé de voir ce que les gens allaient en faire par-dessus. Donc j'ai pas été déçu. Alors justement, ça me fait penser, puisque t'en parles, est-ce que tu es intervenu sur les sculptures de Conf 4, l'âge du Ragnarok? Un peu sur les derniers moments. Ouais. C'était un peu le moment où on travaillait en studio très réduit à ce moment. Et on m'a demandé de faire quelques scratchs, notamment sur tout ce qui était figurine Deers. Tu sais, c'était bien. Ils se sont dit, tant qu'on l'a encore sous la main, continuons à lui faire travailler là-dessus. Donc, il y avait plusieurs clones sur lesquels mes collègues Elfried ou Raffol travaillaient. Et ils me disaient, tiens, on pourrait essayer de travailler sur ces pièces-là, de reprendre certaines pièces, de faire des modifications. Donc c'était grandement plus un travail de scratch à ce moment-là que de sculpture intégrale. Mais oui, j'ai pu faire quelques pièces sur la dernière vague. D'accord. Justement, toute la gamme d'Asiatis, Nemesis, les différentes évolutions. Oui, c'est ça qui pensait, évolution. Ont aussi beaucoup été utilisées justement dans du scratch, dans la conversion 40K pour les Eldar noirs et tout. Non, ça j'ai moins vu, c'est drôle. Il y en a eu aussi pas mal. En tout cas, c'est super cool. Ça me fait super plaisir d'apprendre tout ça. Il y a plein de trucs que je savais pas. Et, c'est une belle aventure. C'est toujours drôle de voir certaines de ces anecdotes ressortir, surtout quand c'est resté entre les bandes d'un studio. Ouais, c'est ça. Super. Est-ce que tu peux nous donner 3 références en dehors de l'univers de la figurine qui, en toi, t'inspirent, que ce soit dans ton travail ou juste parce que tu aimes? D'accord. Alors, disons plutôt des actuels, parce que c'est toujours très très mouvant, tu vois. Alors, Giger, on va dire, est un peu trop évident pour être mentionné, donc celui-là, c'est vrai que c'est un artiste qui a complètement évolué mes styles de sculpture ou de dessin pendant toute ma carrière, au point que... qu'est-ce qui aurait le plus attiré mon attention, par exemple, ces derniers moments? Il y a un illustrateur que j'aime vraiment beaucoup, qui est américain, qui s'appelle Sean Andrew Murray, qui travaille, il explique tout son process, qu'il allait en vacances dans des cités fortifiées en Espagne, qui prenait des photos, des plans qui l'inspiraient, et puis il mettait en scène des créatures absolument gigantesques dedans. Je pense qu'il s'inspire aussi beaucoup de Jérôme Bosch, consciemment ou non, tu vois. Ouais, il y a quelque chose. Il rajoute des personnages complètement improbables. Moi, la première idée qui me vient quand je vois ces illustrations, c'est le Troll Market qu'on voyait dans le Hellboy 2. Et il y a le même foisonnement, la même profusion de détails qu'on voit que partage Mignola, et puis le style de Guillermo del Toro, tu vois, quand il était à son âge d'or. Et je retrouve beaucoup de choses et d'associations d'idées chez cet homme-là et puis il a façonné son univers autour de ça. Donc. Tu connais son jeu de cartes Gateway la Révolte? Je me le suis procuré il y a un an. J'adore ce jeu. Oui, il n'a pas du tout marché, il est totalement inconnu, et j'adore ce jeu. Réalisant qu'il avait fait ça, je me suis hâté de me le procurer. Je l'ai trouvé en occasion à part très cher. Donc j'attends le bon moment pour le lancer, mais à mon avis, c'est très très prometteur. Et je me suis aperçu sur le tard qu'il y avait toute une box Zombicide Black Plate qui lui était dédiée, tu vois. Donc c'est marrant, je suis sûr à 80% que Hans-Rudi Giger lui a servi de modèle. C'est cette espèce de prêtre dévot qui doit être un sorcier, tu sais, invocateur dedans. Il y a des choses trop évidentes pour que Giger ne l'ait pas inspiré. Oui, évidemment.
Sinon, qu'est-ce qui m'a bien branché? Il y a un chara designer japonais qui me branche vraiment, c'est Yoji Shinkawa, qui est l'homme qui a forgé toute l'identité visuelle des productions Konami modernes, tu sais, sous l'ère de Hideo Kojima. Tout ce qui est Metal Gear, ses dessins avec des mechas vraiment très complexes, au point qu'en regardant ses réalisations une première fois, tu as du mal à savoir quoi va où. Oui, c'est ça. C'est fait, ouais. Si tu essayes de t'en rappeler après un premier contact visuel, immanquablement, il y aura des lacunes. Donc, ils sont très difficiles à saisir dans un premier temps. Et c'est un aussi bon chara designer que mecha designer. Et on en parlait tout à l'heure avec Andrea. Il y a tout le travail qu'il a fait sur Zone of the Ender aussi qui m'avait beaucoup branché. Et vraiment, ça a été aussi une grande source d'inspiration. Tu vois, son Metal Gear Rex figure parmi mes cas préférés de tous les temps. Ça, c'est vraiment une machine assez formidable. Sinon, qu'est-ce qui m'aurait branché ces derniers temps? Il y a une artiste polonaise que j'aime plutôt bien, qui a travaillé pour Awaken Realms, notamment sur leur projet Etherfields, qui est mon board game préféré, Anna Maria Mircea. Et ces illustrations, elles aussi, en fait, s'inspirent énormément de Jérôme Bosch. Il y a des associations de personnages qu'elle a créés pour cette occasion-là, qui sont absolument à tomber par terre. Ça en a fait pour toute la gamme de Etherfields, qui est pour moi le board game un peu ultime. Donc, tu vois des créatures très intéressantes et aussi dérangeantes que peuvent l'être les créatures de Kingdom Death. Tu vois, la première fois que tu les vois, mais elle s'est complètement affranchie de l'aspect de sexualité débridée que tu voyais dans Kingdom Death. Certaines sont un peu too much, tu vois. Et elle arrive à faire des créatures à la fois dérangeantes sans avoir recours à cette béquille ou à cet artifice. C'est bien ça. Ouais. Je lui avais demandé une fois sur Facebook, tiens, c'est drôle parce que cette créature qui est la bibliothécaire, tu vois, a des formes que je ne comprends pas nécessairement, notamment cette espèce de grande forme en fer forgé qui sort de ce qui enserre ses hanches. Et elle m'avait répondu, ça en fait c'est un outil agricole qui se trouve au-dessus de la cheminée des grands-parents. Il y a depuis que je suis toute petite et je tenais à le faire figurer là. Génial. Oui, donc c'est plutôt drôle là aussi comme anecdote de voir ce genre de choses faire figurer. Ah, il y a quand même quelqu'un qui m'a bien branché, que j'ai vu ces dernières semaines, un sculpteur qui s'appelle Eduardo Camargo, qui nous a fait ses interprétations personnelles je crois que c'est de la porcelaine à froid, mais qui reste flexible, de créatures cthulhiennes. Il a réussi à la fois à injecter sa patte tout en les rendant instantanément reconnaissables. Et je suis tombé là-dessus sur Facebook, c'est démentiel. C'est peut-être les créatures cthulhiennes les plus rafraîchissantes que j'ai vues tu vois, ces dernières années. Avec celle de Loïc peut-être, qui nous fait des très bonnes choses. Super. Donc voilà. Bah, c'est génial tout ça, merci beaucoup. Moi je vais aller creuser tout ça, bon tu as dit des références que je connaissais bien et tout, mais là les deux derniers je ne connaissais pas du tout, je vais aller creuser, ça m'intéresse bien. Ouais, et j'essaie de vous mettre des images dans le montage directement. Ouais. Merci beaucoup. C'est super rafraîchissant et c'est passionnant de venir discuter comme ça. Bah, c'est un plaisir. On n'avait pas trop eu l'occasion depuis quelques années qu'on se voit. Donc là c'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Ça marche. Ciao.